Alors, bonjour à tous. Merci d'assister à notre deuxième webinar sur l'agent IA Xorcom. La semaine dernière, nous avions parlé des nouvelles versions de CloudX et Flex. Donc, je me présente rapidement. Je suis Benjamin, chez IP Connect depuis 6 mois, chargé de clientèle et tout ce qui va être support marketing, comme les webinars, les newsletters, et je fais aussi les achats quand besoin est. Voilà, moi c'est Olivier. Je pense que tout le monde me connaît. Donc, je suis co-dirigeant de IP Connect. Je m'occupe de tout ce qui est développement logiciel, intégration des logiciels dans le système de téléphonie, la recherche et développement. Je vais laisser la parole à Benjamin. Juste une petite précision. Durant toute la durée du webinaire, si vous avez des questions, n'attendez pas la fin. Posez-les dans le chat. Je surveille et comme ça, on pourra essayer d'y répondre soit directement, soit de répondre à la fin du webinaire. Voilà. Parfait. Donc en ce qui concerne le déroulé du webinar, ça va être très simple. Pour ceux qui ont déjà assisté à celui de la semaine dernière, un PowerPoint court en 3-4 slides, histoire de vous présenter rapidement l'agent IA Xorcom, qui sera suivi d'une démonstration par Olivier, le maestro, qui s'est occupé de tout ce qui est paramétrage de l'agent IA chez nous. Donc on va commencer par une toute petite présentation. Donc l'agent IA Xorcom, c'est un assistant vocal intelligent, donc c'est pas de la retranscription, c'est vraiment un assistant vocal. Ça se configure directement dans l'IPBX Xorcom, simple, accessible, adaptable aux besoins des entreprises. C'est-à-dire que réellement, on va vraiment pouvoir implémenter tout ce qu'on va vouloir et l'emmener au bon endroit quand on va en avoir besoin et selon les modules qui vont être choisis, selon les besoins des entreprises. Donc non connecté à Internet, chose qui était très importante, notamment Olivier m'en a beaucoup parlé, car ça permet de garder vraiment du contrôle sur la base qu'il va y avoir, et pas que ça parte dans tous les sens et que l'agent IA puisse raconter tout et n'importe quoi sur une base de recherche. Quand on veut, on peut l'interrompre et demander de faire appel à un humain. Évidemment pendant les horaires d'ouverture où il y aura des humains présents, parce que il y a, comme vous le verrez, il peut y avoir du H24 sur l'agent IA, ce qui ne sera pas le cas pour le personnel humain. Donc on va avoir 3 modules distincts, très différents, et c'est une formule avec un abonnement mensuel plus un coût de communication. Ce que vous avez pu voir notamment dans notre catalogue et grille de tarifs sortis au début du mois. Voilà, ceux qui n'ont pas la grille de tarifs, allez sur le site support, dans les fichiers. Au pire, si vous la trouvez pas, vous nous envoyez un petit email, vous nous passez un coup de fil et on vous l'enverra. C'est ça, vous le trouverez dans commercial et tarifs et catalogue. Alors, nous allons commencer par le premier module qui est le réceptionniste. C'est la version la plus simple de l'agent IA. En gros, c'est un SVI intelligent. Il va diriger les appels vers le bon service en fonction du contexte, de ce qui va lui être demandé. Donc, il va se configurer via un questionnaire en 6 étapes. C'est ce que tu m'avais montré sur la démonstration. Et on va choisir les formules d'usage, le choix de transfert, les questions à poser pour qu'il fasse les bons choix. En somme, c'est tout simplement un assistant intelligent qui va retranscrire les appels. On n'est pas sur une énorme poussière. On va être sur quelque chose de très simple, vraiment très simple en plus à mettre en place, et à configurer. Temps de configuration, Olivier m'a montré. Donc lui, il va très très vite. Disons que pour quelqu'un pour qui ça va être quelque chose qui va être épisodique, ça prendra 1 heure à configurer, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tout premier module, le plus simple, celui qui va simplement rediriger des appels. Le deuxième module, l'informatif. Là, déjà, on rentre sur quelque chose d'un petit peu plus conséquent, puisque on va passer par du renseignement de base, d'accord? Donc, au départ, on va renseigner services et extensions, comme on le ferait sur le module réceptionniste. La différence, c'est qu'ensuite, on va pouvoir y implémenter toute la documentation qu'on souhaite. Donc, toujours en texte, que ce soit des fichiers techniques, commercial, des tarifs, des horaires, tout ce qui va être important pour l'entreprise, que ce soit la vôtre, celle de votre client. L'important, c'est clairement de donner toutes les informations possibles et imaginables aux personnes qui vont appeler. Ce qu'il y a de très important là-dedans, c'est que plus on va renseigner cette base, plus elle va être cohérente,
plus ça va être structuré et plus on va gagner du temps de travail. Si je dis pas de bêtises, tu m'avais parlé d'un gain de temps d'environ 30%. Ça récupérait 30% des appels. Alors, ça va dépendre de l'activité de l'entreprise, mais oui, on peut raisonnablement estimer qu'une entreprise, par exemple, un restaurant, tu donnais l'exemple tout à l'heure de la couscoussière, un restaurant qui fait du couscous, les clients qui appellent pour savoir quel type de couscoussière est utilisé, finalement, ça n'a pas de plus-value. D'avoir un humain qui répond, à ce moment-là, c'est plus l'agent informatif qui va donner les informations et qui éventuellement va passer l'appel à un humain derrière. Si par exemple ça représente 20-30% des appels, ça dégage énormément de temps aux personnes qui, elles, vont apporter de la valeur ajoutée. Comme je le disais, la clé d'un bon agent IA informatif, c'est sa structure. Plus les prompts d'information seront clairs et structurés, meilleure sera son adaptabilité. Ça, il faut bien le prendre en considération. De toute manière, à partir du moment où on utilise l'IA, il faut bien savoir que les prompts doivent être les plus précis possibles si on va arriver au meilleur résultat. Temps de configuration, par contre, de base, Olivier m'avait donné une journée. Oui. Disons que quand on commence, 1 à 2 jours selon le volume d'informations qu'on veut y implémenter. C'est ça. Il y a une vraie préparation à faire. D'accord. Il faut réfléchir aux informations qu'on souhaite communiquer, aux informations qu'on ne souhaite pas communiquer. Rédiger le prompt en fonction, choisir les bons documents. Il faut être le plus précis possible dans les documents qu'on va apporter. Donc c'est un vrai travail à faire avec le client. C'est aussi un travail que vous allez pouvoir facturer à votre client éventuellement. Donc de la valeur ajoutée pour vous aussi. Donc une bonne discussion avec lui, 1 à 2 jours, et puis éventuellement revenir dessus de temps en temps en fonction des résultats d'appel. Bien. Donc on va passer au dernier module qui va être le custom. Donc là, ça va être beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus profond comme base de renseignement. C'est surtout, on va renseigner ça à la base comme l'informatif. Alors avec ce que tu m'as dit, le prendre déjà implémenté en Markdown, mais qu'il va falloir customiser en fonction de l'entreprise et du domaine. Ouais. Ça, c'est la première chose. Le gros avantage du custom, c'est qu'il va pouvoir interagir avec d'autres systèmes. Donc, comme vous le voyez, création de tickets support, passage de commandes, vérification des états de commande, expédition, création de fichiers dans CRM. Tout ce genre de choses, c'est possible via le modèle custom. Donc, clairement, il va avoir un rôle prépondérant et précis pour une adaptabilité totale dans un business de client final. On parlait tout à l'heure de la couscoussière. C'est valable pour de la pizzeria, comme ça peut être valable pour n'importe quoi où on peut passer commande. Tout à fait, ou même du support, création de tickets support, aller rechercher des informations dans des wikis, ce genre de choses. Alors là, par contre, le temps de configuration, comme on disait, donc on y passe moins de temps parce que ça va être beaucoup. Vous aurez une bonne démonstration par Olivier et parce que c'est quelque chose qui finalement peut être plus ou moins infini en termes d'implémentation d'informations et d'adaptabilité. Donc forcément, ça peut très vite dériver si on passe du temps dessus maintenant, alors qu'Olivier va vous montrer quelque chose de vraiment représentatif de ce que peut être un agent custom. Ouais. Allez, on va y aller. On va essayer de regarder un petit peu les modules qui sont disponibles dans le système de téléphonie. Donc, j'ai mon navigateur web qui est ouvert ici sur notre système de téléphonie à nous, en l'occurrence. Le module d'agent virtuel, vous allez le retrouver ici dans Virtual Agent. Alors, il y a 2 onglets, Virtual Agent Settings, il n'y a rien dedans. Grosso modo, c'est juste l'activer ou les désactiver, donc on ne va pas passer de temps dessus. Et après, vous avez l'onglet Virtual Agent qui vous permet ici de créer des agents virtuels. Alors, chose très importante, Benjamin l'a pas dit, mais c'était sous-entendu, il y a une facturation qui est simple, c'est un abonnement plus le coût à la minute. Ça veut dire que vous pouvez créer virtuellement autant d'agents que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Si vous devez avoir 50 agents spécialisés dans des tâches diverses, vous ne paierez pas plus cher que s'il y en a un seul. Donc, c'est pas une mauvaise idée de spécialiser les agents, puisque ça va vous permettre de concentrer les informations que vous allez donner dans les documents ou dans les prompts sur des choses très précises. Nous, on en a plusieurs d'ailleurs, non ? Alors, on en a plusieurs, mais nous, ce sont des agents d'essai qui sont surtout utilisés en interne, nous, pour nos tests. On n'a pas d'utilisation réelle pour l'instant. Pour l'instant, c'est optionnel. Quand vous appelez chez nous, vous pouvez faire un choix pour tester l'agent. Cet agent-là, il va créer un ticket sur notre site support avant de passer l'appel à un humain.
Ça peut être un exemple. Il y a des exemples plus concrets, je vais vous en donner 2. Moi, je vous propose qu'on passe très rapidement sur l'agent réceptionniste parce qu'il est vraiment extrêmement simple. Grosso modo, on va créer un agent, on va donner un nom, on va lui donner des notes, ça c'est pour nous, hein, pour nos propres informations, on va lui donner le nom de l'entreprise, choisir le genre, la voix et choisir les éventuelles destinations. Benjamin l'a dit, le réceptionniste c'est un SVI, un serveur vocal interactif plus intelligent. Donc l'objectif c'est de lui donner un contexte en posant une question et que en fonction de ce contexte, il choisisse une destination. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, en destination on peut avoir des files d'attente, des groupes de sonnerie, des extensions ou d'autres agents virtuels. En fonction des informations qu'on aura données dans chaque destination, l'information en fait elle est donnée sous forme de département, on va dire lui il fait partie du département commercial, support, expédition, etc. L'agent va transférer l'appel et l'accueil se fait à l'aide de phrases, alors ici elles sont en anglais mais on peut les réécrire bien sûr en français, la phrase d'accueil, la question, les phrases de confirmation de transfert, d'éventuelles informations en plus. Je m'étends pas tellement plus dessus parce qu'il est vraiment simple à configurer. Si on doit le faire ensemble, très honnêtement, on mettra maximum une petite heure. On a un petit prompt ici qui permet de donner plus d'informations. Mais c'est pas l'agent qui donne le plus de valeur ajoutée. Les 2 agents qui donnent le plus de valeur ajoutée, c'est l'agent informatif et l'agent custom en anglais, donc l'agent personnalisé. Moi, je vous propose qu'on passe directement sur la création d'un agent informatif pour commencer. Vous allez voir que l'affichage ressemble fortement, donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. On doit créer donc un code, alors ici je vais mettre 109 par exemple. Donc ça c'est utilisé pour l'interne, ça permet d'appeler l'agent directement. Et puis on va donner un nom, on va l'appeler Lucie. Je vais l'associer à un département, alors c'est optionnel, ça permet, comme je vous l'ai dit, sur des transferts d'appels, de transférer vers la bonne personne. J'aurais pu ne pas le mettre ici, mais on va le mettre, et puis on va mettre un nom d'entreprise. Moi je vous propose de créer un exemple avec l'Office de tourisme de Montpellier. Donc Office de tourisme de Montpellier. Voilà. On va enregistrer les conversations, on va bien sûr parler en français, donc l'agent est multilingue, ça va être une femme, et chose très importante, on peut mettre une limite à la durée de conversation, puisque vu qu'il y a une facturation à la minute, on veut éviter que quelqu'un s'amuse à prendre l'agent pour son confident, on va dire, donc on va mettre ici une limite à 10 minutes par exemple, que l'agent ne dépassera jamais. Quand cette limite est atteinte, l'appel est directement envoyé sur la destination de secours. L'agent, il a 2 destinations, comme vous voyez, la destination de sortie et la destination d'échec. Donc la destination d'échec, c'est si l'agent a un problème, il ne peut pas s'exécuter, la connexion à Internet ne fonctionne plus, il y a un plantage quelconque, ça partira sur la destination d'échec. Et la destination de sortie, c'est tout simplement si la personne dit non mais je veux parler à un humain, ou si l'agent ne trouve pas d'informations et donc ne peut pas rendre le service pour lequel il est censé fournir le service. Ici, dans mon exemple, je vais tout simplement mettre fin à l'appel, hein, pour ne pas se compliquer la vie, mais comme vous l'aurez compris, on peut envoyer vers n'importe quoi. Des groupes de sonnerie, des files d'attente, des extensions, des profils horaires, un autre agent, etc. L'agent informatif, il a 2 choses importantes au-delà de ça, c'est la base de connaissances et les instructions. La base de connaissances, grosso modo, c'est tous les PDF, tous les fichiers Word, texte, Markdown, est-ce que vous voulez, qui contiennent les informations auxquelles l'agent doit avoir accès. L'agent n'aura accès qu'à ces informations et également aux prompts, aux instructions. Il n'ira pas chercher sur Internet, Benjamin l'a dit, c'est très important. Je vous donne un exemple, vous avez une entreprise qui fournit des services de téléphonie, vous ne voulez pas que l'agent soudainement aille sur Internet chercher des informations qu'il aurait trouvées sur le site d'un concurrent. Tout simplement. Des prix, ce genre de choses. Donc, par défaut, l'agent ne va pas chercher sur Internet. Peut-être que si on a des requêtes plus tard, on laissera cette possibilité, mais pour l'instant, c'est brûlé. Dans mon objectif de donner des informations sur l'office de tourisme, j'ai préparé un fichier. Donc, je vais aller le chercher, informatif. Bon, ici, j'ai mon agenda d'événements 2026. Donc, c'est un PDF. Agenda mars à mai 2026. Donc c'est un PDF, l'agent il est capable de lire un PDF
de lire du docx, du texte. Bien sûr, ça ne marche pas si vous mettez des schémas dans votre PDF. Hein. Si votre PDF c'est un diagramme réseau, l'agent il aura du mal à comprendre le diagramme réseau. En tout cas, dans cette version, peut-être que ça s'améliorera par la suite. Vous pouvez mettre autant de fichiers que vous voulez, il n'y a pas de limite. Plus vous mettez des fichiers, plus la recherche pourra éventuellement prendre du temps. Donc attention à ne pas gaver l'agent d'informations, mais rester sur des choses précises. Et ensuite, toujours dans mon agent informatif, j'ai mes instructions. Donc ici, c'est du texte libre. Je peux mettre ce que je veux. Alors, moi, j'ai l'habitude de l'écrire en Markdown. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière d'écrire du texte avec une mise en forme très simple. C'est absolument pas obligatoire et l'usage du Markdown, que vous allez voir, n'a aucun impact sur les performances de l'agent. L'agent, lui, il comprend le langage naturel. Donc, j'ai préparé un petit prompt tout simple que je vais copier-coller parce que sinon on y serait demain. Voilà. Donc j'ai préparé un petit prompt où je lui dis qui es-tu. Donc vous voyez le Markdown, c'est ça, c'est mon petit dièse au début, mes petits tirs. Qui es-tu? Tu es un agent de l'Office de tourisme de Montpellier. Tu dois donner des informations sur le programme des festivités de mars à mai 2026. Tu dois parler en langue. Alors la langue, elle est définie ici. Vous voyez qu'on peut mettre des variables. Tu dois parler en langue, mais tu peux également parler en anglais et en espagnol. Sois courtois, amical et chaleureux. Et ensuite, j'ai donné des informations génériques, l'adresse, le numéro de téléphone, comment venir, les lignes du tramway. Et j'ai indiqué en impératif que lorsqu'il recherche dans la base de connaissances, il doit dire en même temps « je recherche l'information ». Pourquoi? Si vous donnez énormément d'informations, l'agent peut mettre 4-5 secondes des fois à faire la recherche. Il ne faut pas qu'il y ait un grand silence. Sinon, l'appelant croit que ça a coupé, tout simplement. Donc il vaut mieux lui dire « je recherche l'information » quitte à couper en fait cette phrase, plutôt que du grand silence. Il y a un dernier onglet, c'est l'onglet Advanced. Il est à peu près partout dans l'IPBX, donc je pense que vous l'avez déjà vu. Cet onglet, il permet de donner des informations supplémentaires. Alors, changer la voix par exemple, choisir un autre modèle de voix, accélérer un petit peu la voix, changer à quel niveau est-ce qu'on déclenche en termes de volume sonore l'agent ou à quel niveau on le coupe. Bon, il y a tout un tas de paramètres, c'est un petit peu compliqué à présenter. Je peux éventuellement ici mettre une autre voix pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Par exemple, ici on a dit que j'étais, il me semble, une femme, oui, Lucie, donc je vais choisir une voix un peu plus sympathique que la voix par défaut, je trouve, qui est celle-ci. Bon, les voix on vous les donnera si vous en avez besoin, mais grosso modo ici c'est les voix de Google, donc on a accès à la liste de toutes les voix. Et je vais cliquer sur sauvegarder. Quand je clique sur sauvegarder, immédiatement j'ai tous mes documents qui sont envoyés sur le serveur. Ça peut prendre un petit peu de temps, le serveur les analyse et une fois qu'il a fini de les analyser, il a à disposition toutes les informations pour répondre à mes questions. Pour répondre pendant que ça charge, oui, la question c'est la limite peut-être globale sur un volume pour le mois. Oui, on peut limiter une volumétrie sur un mois, il suffit de nous le préciser et nous on peut en faire la demande à Xorcom effectivement pour éviter qu'il y ait une surfacturation. Bon, maintenant, sur les retours qu'on a jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème d'abus ou de surfacturation détecté. Les gens sont plutôt expéditifs. Quand ils voient que c'est un agent, ils vont directement à la question et ils s'amusent pas à parler. Il peut toujours y avoir un petit malin ou deux qui peut poser des questions. Vu qu'il n'a pas accès à Internet, très très vite, l'agent va lui dire « je n'ai pas cette information » et ça coupera court à tous les problèmes. Donc mon agent est prêt, j'ai appliqué, je peux l'appeler en 109, donc on va essayer de l'appeler, on va voir si ça marche. J'espère que vous entendrez correctement. Bonjour, je suis Lucie de l'Office de tourisme de Montpellier. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour Lucie, je vous appelle parce que je serai en vacances la dernière semaine d'avril et j'aurais voulu savoir ce que je pouvais faire en famille. Je recherche l'information. Pour la dernière semaine d'avril 2026, voici quelques activités que vous pourriez faire en famille. Création de masques thermoformés. Stage du 27 au 30 avril de 14h à 17h. C'est un stage pour les enfants à partir de 7 ans où ils pourront réaliser leur masque sur mesure. Après-midi jeu, atelier, du 27 au 29 avril de 14h... Ah ça a l'air super. Comment est-ce que je fais pour réserver ?
Je recherche l'information. Pour la plupart des activités que je vous ai mentionnées, il est indiqué qu'il faut s'inscrire et qu'un tarif carte MPT est appliqué. Pour obtenir plus d'informations sur les réservations et les modalités d'inscription, vous pouvez appeler le 04 30 78 30 95. C'est super, je vous remercie beaucoup. De rien. Avez-vous d'autres questions ou est-ce que j'ai pu répondre? Voilà, j'ai mis fin à la conversation. Je pense que c'est assez clair, vous aurez tout de suite compris l'intérêt. Le but, c'est que 24 heures sur 24, on puisse donner des informations. L'exemple de l'Office du tourisme pour l'informatif, je pense qu'il est très parlant. Dans les offices de tourisme, vous avez des personnes qui sont à l'office de tourisme physique. On n'a pas vraiment envie que ces personnes-là soient pendues au téléphone alors qu'il y a des gens qui sont dans l'office de tourisme. Donc tout ce genre de questions sur les réservations, il vaut mieux les faire par un agent, quitte derrière à transférer l'appel si vraiment l'agent ne peut pas s'en sortir, mais éviter de perdre du temps qu'un humain lise des PDF ou lise des flyers. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de l'informatif. Pour répondre tout de suite aux questions qui arrivent, donc le suivi du compteur, oui, on voit dans la partie licence le volume de minutes qui est consommé, donc vous avez un aperçu de ça. Et la qualité de la prononciation, alors en fait, je reviendrai peut-être à la fin là-dessus si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu plus en détail techniquement comment fonctionne l'agent IA. Oui, on peut espérer une nette amélioration aussi du côté naturel de la prononciation. Je reviendrai là-dessus par la suite. Je vous propose de tout de suite passer à l'agent qui est le plus compliqué, qui est l'agent custom. Donc, je vais créer un nouvel agent. Donc, rappelez-vous, cette fois, l'objectif, c'est d'avoir un agent qui est capable d'interagir avec des systèmes extérieurs. Je vais créer mon nouvel agent, je vais lui donner le code numéro 110. Cette fois, je vais l'appeler Georges Habitbol. Voilà. On va mettre des notes, permet de commander une pizza, voilà, et on va lui dire qu'il travaille dans une entreprise qui s'appelle Pizza Martin. Voilà. Bon, pareil, hein, pour aller vite ici, je vais tout simplement mettre fin à l'appel. On n'a pas forcément envie de parler à quelqu'un, voilà. On met la langue en français. Cette fois, on va choisir un homme et puis je vais tout de suite vous mettre une voix la plus naturelle que j'ai trouvée. Donc c'est pareil, hein, c'est dans la partie avancée. Je passe un peu vite là-dessus. Quick. Là. Avec comme il faut. Donc vous l'avez vu, cette partie ici, elle est strictement identique à l'agent informatif, donc vous ne serez pas perdu. J'ai également une partie base de connaissances dans laquelle je vais pouvoir mettre tous les documents, puisque l'agent custom, il est également capable d'aller donner des informations. J'ai également une partie prompt, mais cette fois-ci, vous voyez qu'elle est déjà pré-remplie. Alors elle est en anglais, on vous fournira une version française. Sinon, vous pouvez demander justement à un agent IA de vous la traduire, ça marche très bien. Moi, je l'ai pré-traduite, je vais en mettre une avec des informations en plus. Et par rapport à l'agent informatif, vous voyez que j'ai deux nouveaux onglets, Tools et Hooks. L'interface sera traduite en français, hein. Pour l'instant on est toujours sur une version en anglais. Tools, ça va être des scripts que je vais pouvoir exécuter tout au long du dialogue avec l'agent. Et Hooks, cette fois, c'est des scripts que je vais exécuter au début de l'appel, à la fin de l'appel ou en cas de transfert. Donc les hooks, on va peut-être moins les utiliser, c'est plus rigide. C'est vraiment pas lié au travail de l'agent, mais vraiment lié à l'appel en lui-même. L'appel rentre sur le système, l'appel est transféré ou c'est la fin de l'appel. Un exemple, ça peut être tout simplement de vous envoyer le résultat de l'appel par email, par exemple en exécutant un script d'envoi d'email. On va pas s'étendre dessus, il y a une petite explication qui permet de comprendre comment ça marche. On reviendra sur ces explications le jour où vous en aurez vraiment besoin. La partie Tools, cette fois, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir ici mettre des scripts et ces scripts vont pouvoir interagir avec des événements extérieurs. Donc moi, je vais vous donner un exemple d'une pizzeria qui souhaite que l'on puisse commander les pizzas directement avec l'agent. Donc j'ai préparé un petit prompt que je vais copier-coller et que je vais vous expliquer. Voilà. J'ai mon prompt, alors j'ai pris le prompt qui était par défaut et je l'ai traduit. Hein, tout simplement, donc identité et rôle, ton nom c'est agent name, donc agent name ce sera tout simplement le nom qui est ici.
Ton genre, ce sera un homme. Ton entreprise, ce sera Pizza Martine. Tu es un assistant personnel. Ton rôle est d'informer les clients de la pizzeria sur les pizzas et de prendre les commandes en utilisant les informations ci-dessous. Et en dessous, j'ai tout un tas d'informations. Comment est-ce qu'il va chercher les informations, dans quelle base de données, donc ce sera ma base de données ici. Comment est-ce qu'il doit faire un transfert d'appel, voilà, à quelles conditions est-ce qu'il doit faire un transfert, par exemple si la personne dit je veux parler à quelqu'un, ou si la personne s'énerve, ou s'il ne trouve pas l'information. Ne pas prononcer certaines informations qui peuvent être confidentielles. Les interactions doivent être menées en français. J'ai dit que vous pouvez éventuellement parler en anglais. Le ton doit être professionnel, amical, serviable. Ne jamais rien promettre, être honnête, proposer de transférer un humain, etc. Ça, c'est vraiment générique. Et après, je vais avoir la partie plus intelligence, qui est l'exécution des scripts, les transferts d'appels, etc. Ici, j'ai un protocole de transfert d'appel, éventuellement pour les transferts, voilà, dire qu'il faut pas donner plus d'informations que je passe l'appel, et puis la fonction redirect call, donc il y a des informations sur les fonctions qui existent par défaut. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas la partie la plus intéressante. J'ai donné le début de la présentation, donc l'agent doit se présenter, demander comment est-ce qu'il peut aider, indiquer qu'il peut prendre des commandes d'une pizza. Dans quelles conditions est-ce qu'il veut transférer, je l'ai répété 2 fois. Dans quelles conditions est-ce qu'on met fin à l'appel. Et puis ici, mes exécutions de script. Petit rappel, le langage qui est ici, c'est du Markdown. Vous n'avez aucune obligation d'écrire en Markdown. Ok, donc pour les scripts, j'ai dit qu'on donne jamais le résultat des scripts. J'ai dit qu'en cas d'échec, c'est pas grave, on fait le transfert d'appel vers un humain. Un humain prendra la commande. Et puis j'ai créé un protocole de commande de pizza dans lequel on va indiquer au client qu'on est en train de passer une commande de pizza, que le client ne peut pas passer de commande d'une pizza qui n'existerait pas, par exemple, qui peut ajouter des ingrédients, la liste des ingrédients à ajouter, les étapes pour la commande de pizza, dire est-ce que vous voulez des pizzas, est-ce que vous voulez un ingrédient en plus, ou au contraire en retirer, donner le coût de la commande, dire que ce sera prêt dans 30 minutes, et puis si jamais on valide la commande, utiliser le protocole de validation. Donc ici, pour l'instant, vous avez vu, il n'y a toujours pas de script. Le script, on y arrive. Mon protocole de validation, c'est je vais utiliser un script qui s'appelle Order Pizza. Ce script, il va avoir des paramètres que j'ai détaillés ici. Alors, site, c'est le nom de la pizzeria. La question, ça va être la commande, tout simplement. Le titre, le numéro de téléphone. Ça, c'est moi qui les ai définis dans mon script. D'accord ? C'est un script que j'ai créé moi. Le script, il peut être créé dans n'importe quel langage qu'on peut exécuter directement sur l'IPBX. Donc ça peut être du PHP, ça peut être du Bash, ça peut être du Python, du Perl, du JavaScript, peu importe. Le script, pour vous donner un petit peu des détails techniques, il accepte un unique argument qui est un objet JSON. C'est-à-dire que l'agent va générer un objet compréhensible par le script qui va donner un argument avec les paramètres qui sont donnés ici. Et le script doit retourner un unique objet JSON avec les résultats de l'exécution. Alors JSON, tout ce genre de choses, ça vous parle peut-être pas. Pas de panique, sur les projets dans lesquels vous allez avoir un agent personnalisé, on sera là pour vous accompagner. On sera là pour éventuellement rédiger les scripts s'il y a besoin. On peut aussi rédiger les scripts simples à l'aide d'un agent IA, justement, pourquoi pas. Les tester, etc. On ne vous laissera pas tout seul face à la création de scripts. Voilà, allez, j'ai donné des informations supplémentaires. Pendant qu'on crée le script, il y a marqué, il faudra dire je commande votre pizza pour éviter, pareil, si la création du script prend plusieurs secondes, qu'il y a un grand silence et puis après on mettra fin à l'appel. Et puis dans la base de connaissances, je vais tout simplement mettre mes pizzas. Donc j'ai ici un document, je peux éventuellement l'ouvrir. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, donc vous voyez, c'est une carte de pizza que j'ai pris sur internet, donc tout à fait normal. J'ai pas besoin de mettre en forme particulièrement. J'ai directement mis ma carte de pizza. Allez, je charge ma carte pizza 2026 par exemple. Je clique sur sauvegarder. J'ai oublié de mettre le script. Je vais donc ajouter mon script dont je vous ai parlé, qui s'appelait commander pizza. Alors si vous le souhaitez à la fin, je pourrais vous montrer le script, c'est pas forcément très intéressant. Script de commande de pizza.
Et ici, je vais faire comme dans mon prompt, je vais donner les paramètres que je dois fournir au script. Donc j'ai le paramètre site, doit être toujours Pizza Martine par exemple. Question, c'est la commande. Ça c'est pour moi, hein, c'est mes propres informations pour m'y retrouver. Les coordonnées de l'appelant. Et on a dit qu'il y avait un dernier paramètre, contact phone, qui est le numéro de téléphone. Voilà, je clique sur valider. Le nom doit parfaitement correspondre, bien entendu, au nom que j'ai indiqué ici, sinon le système ne s'y retrouvera pas. Une fois que c'est fait, je clique sur valider, appliquer les changements. Et on va attendre, hein. C'est pareil, donc même chose, la base de données est envoyée sur le serveur, c'est synchronisé. Donc ici, normalement, je peux directement appeler le 110, qui est le code, pour essayer de faire ma commande. On va regarder ça. Je peux te réemprunter ton micro? Bien sûr. Ouais. Hop, allez. Bonjour, je suis Georges Abitbol de Pizza Martine. Je suis là pour répondre à vos questions sur nos pizzas et prendre vos commandes. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour, je voudrais commander une pizza. Qu'est-ce que vous avez? Checking. Nous avons une variété de pizzas classées en différentes catégories. Les classiques, les régionales, les spéciales RDL et un peu d'exotisme. Parmi les classiques, nous avons la margarita. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les régionales. Qu'est-ce que vous avez? Dans les pizzas régionales, nous avons la Langre, la franc-comtoise, la vosgienne et la vingeanne. Laquelle vous... Alors la franc-comtoise, qu'est-ce que vous avez comme ingrédient dedans? Checking. La pizza franc-comtoise est composée de pommes de terre, saucisses, comté, crème, cancoyote, emmental et mozzarella. Ah, ça me semble très bien. Est-ce que je peux passer commande? Oui, bien sûr. Vous souhaitez commander la pizza franc-comtoise. Voulez-vous ajouter des ingrédients? Nous proposons de l'œuf à 2 €, du saumon fumé à 3 €, du paprika à 1 € et de l'ananas à 99 €. Je veux bien un œuf, et si vous avez du poivre aussi. D'accord. Un œuf sera ajouté à votre pizza franc-comtoise pour 2 €. Concernant le poivre, nous ne l'avons pas dans nos ingrédients supplémentaires pour le moment, mais je peux soumettre la suggestion au chef. Souhaitez-vous retirer des ingrédients de votre pizza franc-comtoise? Oui, je suis allergique au fromage, donc il faudrait retirer le comté, s'il vous plaît. Très bien. Nous allons retirer le comté de votre pizza franc-comtoise. Donc, pour récapituler, vous commandez une pizza franc-comtoise avec un œuf en supplément, 2 € et sans compter. Le prix de la pizza franc-comtoise est de 13 € avec l'œuf. Le total sera de 15 €. La pizza sera prête 30 minutes après la commande. Validez-vous cette commande? Oui, c'est parfait. Parfait. Je commande votre pizza. Pour finaliser la commande, quel est votre prénom s'il vous plaît? Alors c'est Olivier. Très bien Olivier. Quel est votre numéro de téléphone s'il vous plaît? Alors c'est le 01 23 32 19 19. Je commande votre pizza. Votre commande est bien enregistrée. La pizza franc-comtoise avec un œuf en supplément et sans compter sera prête dans 30 minutes. Merci d'avoir choisi Pizza Martine, Olivier. Merci, au revoir. Voilà. Donc ici, vous avez vu, hein, c'est assez intelligent, puisque juste sur une base d'un PDF d'une pizzeria avec la liste des ingrédients, etc., l'agent est quand même capable de comprendre que en dessous des noms des pizzas, ce sont les noms des ingrédients, de les lister, etc. Donc ça va assez loin. Et ici, j'ai mon script qui a créé une commande de pizza. Alors, dans le cadre d'une vraie pizzeria, on pourrait imaginer qu'un écran, un petit peu comme dans les chaînes de fast-food, affiche en direct les commandes de pizza. Moi, dans mon cas, j'ai réutilisé un script qui nous permet de passer des commandes de créer des tickets, support. Donc, ça va apparaître sur notre site support. Je me retrouve avec mon ticket qui a été créé, ma commande Pizza Martine, et puis si je rentre dedans, je vais retrouver une pizza franc-comtoise avec un œuf en supplément et sans compter. Par contre, il y a une suggestion d'ajout de poivre qu'on ne va pas faire, et je retrouve ici mon numéro de téléphone. Donc vous voyez, on peut interagir avec des sites distants. Ça peut aller de l'intégration de données dans un CRM, récupérer des informations éventuellement sur un wiki,
Ça peut prendre plusieurs formes. Il n'y a que l'imagination qui est la limite dans ce cas. Voilà, je vous ai montré les deux agents qui sont les plus intéressants. Pour rentrer un peu plus dans les détails, pour en profiter, pour répondre sur la question sur le côté prononciation, le système tel qu'il fonctionne, quand vous l'appelez, il y a 3 étapes. En premier, le système va convertir la voix en texte. Donc il va utiliser un service, dans ce cas, par défaut c'est un service qui s'appelle Soniox. Ce service va transformer donc la voix en texte. Comme vous pouvez vous en douter, dans certains cas, on peut avoir des surprises sur éventuellement des mots qui sont compliqués. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à donner dans le prompt des informations. Pareil sur la prononciation de certains mots, on peut donner dans la partie avancée la prononciation exacte en phonétique. Une fois que la voix a été transformée en texte, donc ce qu'on appelle du speech to text, le texte est envoyé à l'agent qui cette fois va utiliser la base de connaissances pour récupérer des informations et éventuellement pour l'agent avancé, personnalisé, aller exécuter des scripts. Le résultat de l'exécution de cet agent va être transféré à un autre service qui est en l'occurrence chez Google de conversion du texte en voix. Voilà, c'est ce service-là qui peut donner une voix un peu rigolote des fois. Il y a une autre manière de fonctionner qui est d'utiliser ce qu'on appelle le temps réel. Donc l'agent temps réel, c'est à l'étude pour l'instant, ça donne une voix qui est beaucoup plus naturelle et une manière de parler qui est beaucoup plus fluide. Mais c'est avec un risque qui est que l'agent fasse ce qu'on appelle des hallucinations plus facilement. Donc pour l'instant, on préfère rester sur quelque chose de très précis et éventuellement après, on ouvrira à des agents qui permettent des choses un peu plus fluides avec ce risque. Interagir avec d'autres logiciels, par exemple prendre rendez-vous dans un Outlook. Oui, pourquoi pas. À partir du moment où un logiciel permet d'exécuter des scripts, donc en l'occurrence, on ne va pas exécuter directement un script dans Outlook, mais par contre, on peut avoir des API qui sont fournies par Microsoft, par Google ou autre, pour aller insérer des rendez-vous, vérifier s'il y a un rendez-vous disponible dans la journée, ce genre de choses. La seule limite, c'est d'avoir une personne qui est capable de faire du développement, donc ça peut être nous, et d'avoir accès à l'API, donc c'est-à-dire les actions qu'on peut faire et l'intégration possible avec ce service. La capacité d'apprendre et progresser dans le temps, c'est une excellente question. Non. Et c'est très important. Il n'apprendra que parce que vous lui donnerez. Si vous venez rajouter des informations dans la base de connaissances et dans le prompt, il va apprendre par ces informations que vous lui donnerez. Par contre, il va pas apprendre avec les informations des appels précédents. Ça, c'est important parce que vous n'allez pas contrôler ce qui va être dit par les personnes pendant l'appel. Donc, si vous avez quelqu'un qui est mal intentionné, qui appelle, qui est insultant, qui va donner des informations erronées, qui va s'énerver ou quoi que ce soit, vous voulez surtout pas que l'agent derrière vienne répéter ces informations. Ce serait une catastrophe. Donc, chaque appel est traité indépendamment. On ne peut pas demander à l'agent de donner des informations d'un appel précédent. La seule solution, c'est que vous veniez mettre dans la base de connaissances des informations en plus. Ça peut être des PDF avec les questions les plus fréquentes, les réponses à apporter, éventuellement des précisions supplémentaires. À savoir que, comme vous l'avez vu dans la partie générale ici, on peut demander un enregistrement audio et une transcription. Donc on va le retrouver tout simplement ici dans les CDR. Vous voyez que ici, je vais retrouver toute ma discussion que j'ai eue avec l'agent Georges pour la commande de pizza. Donc j'ai un petit résumé, j'ai un sentiment qui est positif, et puis j'ai ce qu'a dit l'agent, ce que j'ai dit moi. Vous voyez que j'ai une partie en anglais parce que j'avais pas personnalisé le texte à dire pendant qu'il faisait une recherche, donc il a mis en anglais par défaut, et toutes les informations qu'il a données, et puis moi ce que je lui ai dit, bah non, je veux ci, je veux ça, etc. Chose très intéressante et très pratique, que je vous ai pas dit, sur l'agent virtuel personnalisé, qui est le plus compliqué, et sur celui dans lequel vous allez le plus revenir,
Dans le prompt qu'on fait évoluer ici, on va avoir un historique. C'est-à-dire que si je viens modifier ce prompt en disant tu dois utiliser le tutoiement impérativement et que je clique sur sauvegarder, je vais avoir un historique avec ici les versions précédentes. Ça vous permet quand vous créez l'agent personnalisé, puisqu'il est très dépendant du prompt, d'aller faire des petites retouches, des petites modifications et éventuellement de revenir voir ce qui avait été ajouté, retiré, modifié, voire même revenir en arrière. Donc votre agent, quand vous allez le construire avec votre client, il ne va pas être figé. Il va falloir le faire évoluer, surtout au début. Des petites retouches, analyser un petit peu ce qui a été dit en allant regarder justement les prononciations, réécouter les enregistrements audio, aller regarder, tiens, telle personne, finalement, elle demande des informations sur les pizzas qu'on n'a pas prévues, je vais aller les ajouter dans le prompt ou dans ma base de connaissances et vous allez retrouver ces modifications ici. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'ai répondu aux questions qui ont été posées. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser? Si c'est le cas, c'est maintenant ou jamais. On va attendre une petite minute, voir si y a des questions à ce niveau. Il y a des choses à rajouter peut-être, auxquelles j'ai pas pensé? Non. J'aurais du mal à penser à plus de choses que toi sur ça, mais bon, là ça va vite quand même. Oui. Ça, je suis allé très très vite, on est d'accord. Tu vas très vite, donc ça prend, en réalité, ça, quand on va le faire pour la première fois, ça prendra quand même plus de temps que ce qu'a fait Olivier. Oui. Donc il faut bien en prendre conscience, c'est pour ça qu'on disait 1 à 2 jours pour l'informatif et on va dire de manière infinie pour le custom. C'est très important de prendre ça en considération. Voilà, alors quand vous allez discuter en fait de ces projets avec votre client, il faut que vous fassiez un accompagnement. Et cet accompagnement, bien entendu, il a une valeur. Donc il va falloir également, pourquoi pas, le facturer à votre client. Là-dessus, j'ai rien à vous conseiller. Prévoyez quand même que, en fonction de la complexité de ce que va vous demander le client, vous pouvez y passer du temps. Prévoyez aussi que s'il faut créer des scripts, que ce soit vous-même ou avec nous, vous allez y passer du temps, qu'il y a beaucoup d'essais, de corrections, de retours en arrière, etc. D'ailleurs, je vous avais dit que je pouvais vous montrer à peu près à quoi ressemblait le script. Je peux éventuellement, si ça intéresse des gens... Alors... Bon, en l'occurrence, c'est un script que j'ai fait en PHP, dans lequel j'ai des fonctions. Bon, pour ceux qui connaissent le PHP, ça va être très simple. Une fonction pour loguer un message, une fonction pour récupérer les erreurs, une fonction qui va me retourner le résultat de l'exécution du script. Comme je vous l'ai dit, le script, il accepte un unique argument, qui est un objet JSON. Je rentre pas dans les détails, mais grosso modo, c'est une manière de structurer les données. Donc le script, ce qui est très important, c'est qu'il ne doit jamais écrire dans la sortie standard, puisqu'il ne peut écrire que le résultat. Donc ici, par exemple, mon log d'erreur, il se fera dans un fichier à côté. Voilà, donc j'ai une fonction qui permet d'afficher le résultat, j'ai une fonction qui permet de récupérer les arguments qui ont été passés, vérifier que c'est bien un objet JSON, vérifier qu'il y a bien l'argument, vérifier que toutes les données obligatoires y sont. J'ai une fonction ici qui s'appelle callCRM qui va me faire directement l'ajout dans mon système actuellement de création de tickets des données. Donc ici, il faut imaginer que ça va être l'ajout dans le système de la pizzeria. Des fonctions qui me permettent de récupérer des revendeurs, etc. Ça, c'est parce que j'ai réutilisé un script. Ici, ma fonction qui va me permettre de créer le script et qui va me permettre d'afficher le résultat. Donc, voilà, si on n'est pas développeur, ça parle absolument pas. L'important, c'est de bien comprendre comment ça marche. On exécute le script en lui donnant toutes les données d'un coup, et lui, il fait son action et il donne le résultat. C'est tout. Le résultat peut avoir des données, il peut aller chercher sur un wiki et donner par exemple des articles. Pourquoi pas? L'agent, il va être capable de lire ces articles et de donner les informations. Je ne pense pas avoir beaucoup de clients intéressés par cette fonctionnalité. Si un jour un de mes clients souhaite le mettre en place, pouvez-vous passer en direct avec lui pour une mise en place?
Oui, on peut éventuellement passer en direct avec lui. On n'aime pas trop, vous le savez. Nous, on aime bien être complètement transparent vis-à-vis de vous. Donc, on le fera de toute façon toujours avec vous. Dans ce cas-là, on vous fera un accompagnement complet. C'est-à-dire qu'on rédigera nous-mêmes les prompts, on rédigera nous-mêmes les scripts. Mais par contre, on vous mettra toujours dans la boucle pour vous donner les informations de ce qu'on a fait, les contacts qu'on a eu avec le client, etc. Le client, ça reste votre client. Et l'objectif, c'est pas que derrière le client nous appelle directement et essaye de vous court-circuiter. Ça, c'est très important. Et le deuxième objectif quand même de l'agent IA, c'est d'augmenter aussi votre chiffre d'affaires récurrent. Donc si ça passe en direct par nous, c'est un petit peu dommage pour vous. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'on vous apporte du chiffre d'affaires tous les mois. C'est un petit peu le but, un petit peu comme sur l'opérateur. Alors qui est-ce qui fait les scripts? Ça peut être nous, ça peut être vous, ou ça peut être le client. Peu importe, on a des données, on a des connaissances, un PDF qui permet d'expliquer comment sont créés les scripts. Il y a aussi la petite aide ici qui est toute bête, qui permet de comprendre un peu comment ça marche. Si le client a des développeurs banco, le client peut avoir la main sur le prompt et puis aller directement intégrer ses scripts. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, il se passe complètement de vous, ou vous êtes juste là en conseil et puis il fait évoluer l'outil en fonction de ses besoins. Ça peut être très bien. Soit vous avez ces compétences, vous savez faire un petit peu du développement, allez-y. Dans ce cas-là, créez les scripts, vous verrez que c'est assez simple. Si jamais personne n'a ces compétences, on sera là en support. Dans ce cas-là, moi je fais les scripts avec vous. Flavien peut éventuellement les faire aussi, même Jérôme peut en faire certains. Donc on sera là, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je regarde un peu le chat. Normalement, j'ai répondu à tout ce qui avait été posé. Sur le suivi du compteur, alors nous, on a des licences un petit peu spéciales. Donc, est-ce qu'on va voir? Oui, vous voyez ici, j'ai consommé 2h34 au total depuis le 1er avril sur mon agent. Et j'ai une limite maximum à 100 heures, en l'occurrence, ici. Donc c'est ce que vous verrez finalement dans la partie licence. Sachant une chose, c'est qu'Olivier passe son temps à faire des tests sur les agents IA. Donc les 2h34, moi quand je l'entends au bureau d'à côté de moi, il passe énormément de temps à tester l'agent IA. Donc c'est dire que 2h34 depuis début avril, en fait, au final, par rapport à tout ce que j'entends comme test, je trouve que c'est pas tant en fait. Non, alors après je fais des tests très courts, donc je fais des tests de 30 secondes, 40 secondes maximum, c'est surtout pour tester les paramètres avancés que je vous ai pas montrés parce qu'ils sont un petit peu compliqués. Est-ce qu'il y a une version de démo? Oui, d'ailleurs vous voyez ici j'ai free démo, alors c'est pas le cas, je paye pour, mais ils n'ont pas renommé la licence. Vous pouvez demander une démonstration, vous nous faites tout simplement la demande et on va vous fournir une licence de mémoire, elle est limitée à 10 heures en démonstration. Très honnêtement, ça suffit largement pour faire les démonstrations aux clients avec lui. Donc, n'hésitez pas à demander la démo. Le client, il a 10 heures pour faire ses tests. Et puis, si ça lui convient, derrière, il prend la licence. Benjamin vous l'a dit, la licence, elle est très simple. C'est un abonnement plus le coût minute et il n'y a aucun engagement. Donc, le client, il prend 0 risque. On ne l'engage pas sur 1 an, ni sur 3 ans, ni rien du tout. S'il veut l'essayer, qu'il veut aller plus loin, l'utiliser 2 mois dans l'année, je donnais l'exemple de l'Office de tourisme de Montpellier, il est évident que l'Office de tourisme de Montpellier est surchargé l'été, il y a beaucoup moins de monde en hiver. Donc l'agent, peut-être qu'on veut le mettre en service que pour l'été. On a bientôt un événement qui s'appelle le FIS, par exemple, monter un agent spécifique pour le FIS. Très bien, je prends l'agent, je le prends juste pour 1 mois, au bout d'1 mois je résilie. Pourquoi pas? Ça peut être de cette souplesse-là. Et de toute façon, si vous l'utilisez très peu, vous ne paierez que l'abonnement. Enfin, le client ou vous ne paierez que l'abonnement. Par défaut, on propose l'abonnement en apporteur d'affaires ou marque blanche. Si on est apporteur d'affaires, c'est nous qui facturons et on vous verse la différence. Oui, l'abonnement, il est lié à l'IPBX. Donc, c'est une licence par IPBX. Donc la question c'est si j'ai plusieurs utilisateurs sur le même IPBX, plusieurs sociétés différentes. Non, malheureusement aujourd'hui c'est pas un cas qui est géré. Mais c'est une bonne question. J'en ferai la remarque à Xorcom pour leur demander si on peut avoir peut-être un rapport, quelque chose qui nous permette de
sous-facturer, finalement de générer une facture et un rapport d'utilisation par agent, ce qui permettrait, pourquoi pas, de faire de la refacturation. Voilà, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent, je pense qu'on est pas mal. Et quoi qu'il en soit, même si vous avez d'autres questions. Donc déjà, la première chose, c'est que ce webinaire est enregistré. Oui. Et vous aurez une vidéo disponible dans les on va dire 72 prochaines heures qui vous sera envoyée. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que à la fin de ces sessions de webinaire de cette semaine, je prendrai le temps de faire un point avec tous les participants, plutôt court, hein, mais si jamais il y a d'autres questions que vous avez notées entre-temps et que vous les reposez, alors évidemment, quand ça va rentrer dans la technique, c'est plus Olivier qui y répondra, enfin qui sera à même d'y répondre que moi, mais moi je pourrais faire tout simplement un point avec lui et revenir vers vous par mail avec les réponses à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit pour ceux qui vont manger, et puis on se retrouve merci d'avoir bientôt. assisté au webinaire. À bientôt.